l'instant. Oui, merci monsieur Claude Amegambi pour toutes ces informations. Ça fait que beaucoup de gens vont connaître comment c'est qui vraiment monsieur Claude Amegambi. Merci beaucoup. Avant de la parole à monsieur Karl Gaba et après monsieur Wascal, je peux te donner après que monsieur Karl Gaba se présente, après je te donne la main pour que tu prennes le live pour poser des questions. Et puis moi aussi on va interagir ensemble. Merci. Excuse-moi, est-ce que Monsieur Claude Amegambi peut venir en vidéo pour qu'on puisse mettre une image sur son nom, s'il vous plaît, monsieur Claude Amegambi? Non, je ne le souhaite pas pour l'instant. À une prochaine occasion, oui, mais aujourd'hui, j'ai pas pris les dispositions pour. Ok, pas de problème. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Prochainement, bientôt, ce sera fait. Et c'est avec plaisir qu'on s'échangera de visu. Merci. Ouais, d'accord. Monsieur Karl, c'est à vous. Bonjour. Bon, je vais essayer de faire un effort pour mettre la vidéo, mais on avait pour principe de ne pas souvent les mettre. Mais je vais essayer. Je ne sais pas si vous me voyez comme ça, si c'est bien. Bon. On te voit, attendez. Non, il faut enregistrer, voilà. Exactement. Voilà, c'est bon. J'ai pas l'habitude de mettre la vidéo. Bonsoir, bonjour, compagnons de lutte, combattants. Merci de nous accueillir sur votre plateforme. Merci. Je m'appelle Karl Adadé Gaba. J'ai fait mes études rapidement au collège de Tchévier et ensuite à Saint-Joseph, où j'ai eu jusqu'en classe de troisième, et je suis venu en Europe en 1973 pour poursuivre mes études, là où j'ai eu un bac et j'ai pu être à l'université de Nanterre, et je suis sorti de là-bas avec une licence de sciences économiques qui a été complétée par une école de commerce. Et pendant 40 ans, je suis consultant en marketing et spécialisé dans tout ce qui est nouvelles technologies, informatique et intelligence artificielle et tout ce qui va avec. Donc, question combat. Donc, dès les premières années de 1973, il y avait eu ce qu'on avait appelé les noms authentiques, de changer de nom au Togo. Je suis le seul fils de mon père qui a dit j'ai refusé de changer mon nom Karl. J'ai déjà un nom authentique qui s'appelle Adadé, Karl Adadé Gaba. Et ça posait un problème parce que sans nom authentique, on ne pouvait pas passer certains examens au Togo. Et mon père a jugé que l'espèce de petit révolutionnaire naissant que je suis, c'est pour ça qu'il m'a appelé Karl, devait quitter le Togo et aller tenter sa chance dans un autre pays qui est en Europe. Donc c'est comme ça que je suis arrivé en Europe en 1973, en ayant quitté le collège Saint-Joseph, là où j'avais fini mes études en troisième. Donc qu'est-ce qui est ma motivation? Donc arrivé en Europe, très rapidement nos parents, pour faire l'histoire rapidement, je suis de la maison de la Blodé. Donc nos parents ont toujours été des guerriers, des combattants, des lutteurs pour l'indépendance du Togo. Ça, vous aurez l'occasion de me poser la question, je vous en donnerai des détails. Et donc certains de nos parents, dans les années 80, se sont retrouvés en exil. C'est toute la catégorie des Togolais qui étaient les Lawson Merlot, les Lawson Francisco, les Amorins, les Johnson, et beaucoup de gens qui se sont levés d'une manière pas très catholique, entendez-le, pour renverser le régime, se sont retrouvés tous en exil, et c'est comme ça que toute ma famille, mes frères et sœurs, nous sommes retrouvés en exil en France et dans d'autres pays d'Afrique. Et donc depuis, sur Paris, nos parents étaient engagés dans les premiers mouvements de lutte, le MTD et puis bien d'autres mouvements. Ils n'ont pas cessé de faire vraiment de l'agitation sur le Togo, et c'est comme ça que Tabu Amorin, qui est mon oncle, entre guillemets, mais on a le même âge, mais c'est mon oncle, on est une grande famille, et Amorin Aurelio et bien d'autres
jeunes qu'on était, on a suivi nos parents, on a suivi nos grands-pères, on a suivi nos compatriotes qui se sont regroupés autour du MTD, qui était le premier mouvement d'opposition togolaise qui a été créé à Paris, ici, et avec lequel on avait beaucoup d'autres personnes que je ne cite pas parce qu'ils m'ont pas donné l'autorisation de les citer. Et c'est comme ça que le combat clandestin a commencé et que la lutte contre le régime de Gnassingbé a commencé et que nous, les jeunes, on a accompagné effectivement toute cette dynamique-là pour rentrer dans la lutte. Mais par la suite, comme vous l'a dit Claude, certains d'entre nous, les jeunes, on était beaucoup plus des révolutionnaires qui avons fait leur petits premiers apprentissages dans des partis politiques de gauche en France qui nous ont appris quelques outils de la révolution, quelques outils de la lutte de libération. Et ça a été notre inspiration à Claude, moi, et à Aurelio Amorin, bien d'autres, Robert Fabre, le frère de Jean-Pierre Fabre. Et on a fini dans cette lutte-là par être très engagé et à basculer vers, pour certains d'entre nous, le parti qui s'appelle le PSP, le Parti socialiste panafricain de Tavu Amorin, dont nous étions les arrière-gardes en France. C'est comme ça que notre lutte s'est engagée. Et par la suite, j'ai dû, effectivement, avec un club qui s'appelait le Club de Boulogne, il y a certains jeunes Togolais, dont Brigitte Améganvi, pas mal de gens s'est mis ensemble pour entourer notre grand frère Chris Olympio, parce qu'on se disait, on travaillait en Europe, on était des guerriers, on a les moyens, on a des savoir-faire, comment on pouvait aider notre grand frère à s'affranchir, à mieux s'organiser pour cette lutte-là. C'est ce club-là, d'une vingtaine de personnes, on s'est levé pour mener le combat qui a mené en 1990, où Brigitte Améganvi, en notre nom, est rentrée au Togo et a fait ce que vous savez à la conférence nationale. Et ils ont pu effectivement mettre en place le HCR, la constitution de 1992, bien d'autres choses que vous expliquera, Claude, comment tous ces trucs-là sont vraiment, ont été redétruits par la dictature, dont vous savez que c'est seules les armes qui sont la solution et le système qui nous impose. Donc par la suite, j'ai dû monter un site internet qui est le premier site internet du Togo avec bien d'autres. Il y avait Diastod, il y avait letogolais.com, qui est un site qui a été créé en 2000, et ce site-là a toujours fait du combat pour expliquer la combativité du Togo, pour expliquer le problème du Togo, pour haranguer tous nos compatriotes pour qu'ils puissent avoir de l'information. Et on a été très combatif sur le système, et il y a quelques articles également qu'on a fait sur vous, sur votre événement. Notre histoire, c'est toujours accompagné dans une ligne éditoriale qui est forcément ablodée. Je suis ce qu'on appelle un ablodévio. Si vous voulez, je vous expliquerai ce que c'est, mais je doute que vous savez ce que c'est. Nous sommes sans concession, sans reddition, sans compromis avec le système des dictatures, parce qu'une dictature est... La démocratie, elle ne nous l'offrira pas. Ça s'arrache. La liberté, ça s'arrache. Et nous, pour nous, il n'y a pas de concession à avoir avec ces dictatures-là. C'est pour ça notre exil se prolonge, parce que nous sommes sans concession. Letogolais.com. Et ensuite, j'ai été membre d'un mouvement qui s'appelle Synergie Togo, qui existe toujours, qui fait des plaidoyers, qui fait de l'expertise, là où il y a beaucoup de compétences togolaises, qui travaillent sur tous les sujets, qui est toujours présent et qui intervient toujours. Et ensuite, en 2017, pour aller très vite, Tipi Achadam a sonné une espèce de forme de révolte. Nous l'avons accompagné dès le lendemain. Nous avons créé un mouvement qui s'appelle Togo Debout, dans lequel on a regroupé tous les Togolais. Tous les partis politiques étaient dans Togo Debout. Toutes les associations étaient dans Togo Debout. Tous les militants togolais étaient dans le Togo Debout. Et nous avons fait une des plus grosses manifestations à Paris, qui a regroupé tous les Togolais de toutes les origines, de toutes les obédiences à Paris. Et nous étions aux environs de 7000 à 10 000 personnes dans les rues de Paris pour lutter contre ce régime-là. Après, l'histoire en a voulu autrement, et là je vous l'expliquerai, mais c'est pas le moment de rentrer dedans. Pourquoi Togo Debout, à un moment donné, qui existe toujours aujourd'hui, qui combat toujours, qui vous accompagne, qui accompagne tous les combats des Togolais, toujours présents. Et dans l'histoire, aujourd'hui, pourquoi nous sommes là? Il y a deux de nos frères, qui est Mablé et puis Vescal, nous ont appelés pour nous dire que tiens, il faudrait faire quelque chose de spécial pour le 13 janvier 2025. Je leur ai dit, écoute, il y a quelqu'un qui est Claude Améganvi,
qui depuis 20 ans, 30 ans est toujours debout en train de commémorer tous nos grands hommes. Il a écrit énormément de bouquins. On aura l'occasion dans d'autres occasions, dans d'autres lives de pouvoir en parler. Et c'est là que c'est parti, Sylvanus Forever. Et nous sommes là aujourd'hui avec vous pour parler de Sylvanus Forever, pour parler de Sylvanus Olympio et vous expliquer pourquoi cet homme-là est déterminant dans l'essence, dans l'esprit, dans la vision, dans ce sur quoi on doit s'accrocher pour mener à bien notre lutte. Merci, excusez-moi d'avoir été long. Merci beaucoup, Monsieur Gaba. Donc, Monsieur Oscal, est-ce que tu prends le relais et puis on va... Oui, moi je vais essayer d'être très court. Excusez-moi, si je suis venu avec ce profil, c'est la page de Sylvanus Olympio Forever. Oui, donc, un mouvement que nous avons créé sur la toile où nous faisons des lives tous les dimanches à partir de 13h. Donc, c'est à cause de l'événement, c'est pour l'événement que j'ai jugé, ou les nôtres ont jugé que je vienne ici aujourd'hui avec ce profil. Je pense quand même qu'on va revenir à l'essentiel. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de Sylvanus Olympio. Si nous sommes là ce soir, c'est pour parler de l'assassinat de ce monsieur qui est le père de l'indépendance et qui est également le père de la nation. Il y a 63 ans, jour pour jour, ce fut le 13 janvier 1963. Le hasard des chiffres. Le 13 janvier 1963, aujourd'hui, le 13 janvier, demain, le 13 janvier 2026, ça fait 63 ans jour pour jour que ce monsieur a été crapuleusement assassiné, que son sang a été versé sur la terre de nos aïeux. Si nous sommes là, c'est aujourd'hui, c'est pour le commémorer, c'est pour le célébrer. Il a été enterré loin, en dehors de nos territoires au Bénin. Donc aujourd'hui, nos frères, les mouvements M66, l'étendard, le porte-étendard de notre lutte, dans lequel on se reconnaît tous, ont invité le doyen Claude Améganvi, le frère et le cher René Kalgaba, pour vous parler de ce qui s'est réellement passé le 13 janvier 1963, pour vous parler des compagnons de lutte de Sylvanus Olympio, comment ils ont lutté pour que nous, aujourd'hui, vous et moi, on soit appelés des Togolaises et des Togolais. Donc moi, je ne vais pas être très long. Vous me connaissez, c'est votre frère Wescal. Je le dis, abonnez-vous à cette page Sylvanus Olympio Forever. On est sur TikTok, ça c'est notre page. Là, on est également sur YouTube. Il y a un site internet de sylvanusforever.com ou sylvanusforever.org où vous pouvez retrouver toutes les histoires de Sylvanus Olympio. Donc, mon frère Colby Toguin, je ne vais pas être long. On va bientôt rentrer dans l'essentiel. Merci, je salue tout le monde. Merci. Oui, merci Pascal, merci à tout le monde. Là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet pour ne pas rester trop longtemps. Là, on donne la parole à Claude Améganvi. Bon, là, monsieur Sylvanus Olympio, c'était qui? Ou bien, Pascal, tu veux dire quelque chose? Allez, Monsieur Claude Améganvi, on te donne la parole pour nous dire, c'était qui notre grand-père Sylvanus Olympio? Il était qui? Comment tu peux nous faire une historique? Comment ça s'est passé? Il était qui dans sa vie? Il a fait c'est quoi ses études? Comment ça s'est passé jusqu'à pour qu'il soit devenu le premier président du Togo? Il y a eu l'indépendance du Togo jusqu'à son assassinat. Si tu peux nous donner, nous raconter l'histoire parce que nous on n'était pas encore nés, donc d'accord. Oui, très bien. Merci. Je le fais d'autant plus volontiers que je ferai une petite précision au point de départ. C'est que si vous ne savez pas qui est Sylvanus Olympio, c'est toute une génération qui a été ainsi frappée par cette amnésie volontaire à laquelle on a forcé le peuple togolais. Je veux dire par là que pendant de longues années au Togo, détenir une photo de Sylvanus Olympio était un crime. Détenir des écrits de lui était un crime. Parler de lui dans les maisons, même en famille, pouvait vous conduire tout droit en prison si un délateur vous écoute et va rapporter à la police politique du régime RPT d'alors
vos propos. Et véritablement, il y a des moments où vous n'allez pas en entendre parler. Et donc, ça a fait quoi? Ça a fait que celui qui, normalement, aurait dû faire l'objet d'un enseignement dans les cours d'histoire du Togo aux jeunes élèves de toutes les générations, depuis le primaire jusqu'à l'université, a été tellement ostracisé, c'est-à-dire on a tellement empêché les Togolais de le connaître, de connaître son histoire, de connaître l'histoire de sa vie, de connaître son parcours et de savoir ce qui lui est arrivé, que, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais beaucoup de jeunes d'aujourd'hui ne savent pas qui est Sylvanus Olympio, qu'est-ce qu'il a fait pour le Togo. C'est vrai que ces dernières années, on a commencé à parler de lui, surtout depuis l'avènement du 5 octobre 1990, où, encore une fois, des jeunes qui ont fait ce mouvement ont commencé à réapprendre l'hymne national togolais, terre des nos aïeux d'aujourd'hui. Parce que, pour ceux d'entre vous qui ne le savent peut-être pas, même l'hymne du Togo, qui a été adopté à l'indépendance sur la base d'un concours qui avait été lancé pour la proclamation de l'indépendance, eh bien, ce hymne-là, à l'avènement de Yadémé, à la création du parti unique État RPT en 1969, a été supprimé, remplacé par l'hymne du RPT. Et il aura fallu qu'après 1990, on rue des 4 fers pour que ce hymne soit réinstauré. Donc, tout ceci pour dire que c'est volontairement qu'on a fait en sorte que les jeunes générations ne connaissent pas Sylvanus Olympio. Fort heureusement, un de nos grands frères a commencé et nous avons suivi le mouvement en écrivant des livres, non seulement sur ce qu'il a appelé la palpitante quête de la Blodée, mais également sur Sylvanus Olympio lui-même, sa biographie, son œuvre, ses réalisations, etc. Et tous ces livres-là existent aujourd'hui et je vous exhorte tous, vous qui êtes plus présents sur ce plateau, à vous les approprier pour approfondir l'étude ou la connaissance de l'histoire de notre pays. Donc, Sylvanus Olympio est né le 6 septembre 1902 à Kpando, dans le Togo britannique de l'époque, une région qui par la suite a été annexée à la Gold Coast d'alors pour devenir le Ghana tel qu'on le connaît aujourd'hui. Son père s'appelle Epifanio Elpidio Olympio et c'est lui qui aura donné ces 2 prénoms, Epifanio et Elpidio, à ce fils qu'il a aimé par-dessus tout, c'est-à-dire Sylvanus, d'où ces longs prénoms qu'on connaît à Sylvanus, c'est-à-dire Sylvanus Epifanio Elpidio Kwami, parce qu'il est né un samedi, Olympio. Donc, pour définir un patronyme, vous n'avez pas moins de 5 noms et prénoms qui identifient le personnage. Sa mère s'appelle Pomane Fidelia Afé. Elle est d'origine gourmandche, du nord du Togo, du grand nord du Togo, c'est-à-dire à côté de Dapaon, il y a un village à quelques encablures qui s'appelle Korbongou. Mais ce n'est pas de Korbongou même que dont sa mère est originaire. Elle est originaire du village de Gunjuagoga, qui est pas loin de Korbongou. Et cette dame était à l'époque une guerrière. Elle tirait des flèches avec des arcs et elle était la seule femme qui était autorisée à accéder à l'enclos où on faisait l'initiation des jeunes guerriers en pays gourmandche, particulièrement dans la localité de Gunjuaroga. Bon, c'est donc dire que c'est une femme de caractère, une très belle femme d'ailleurs,
qui, à l'époque, à l'arrivée des Allemands, à la fin du 19e siècle, vers 1884-85 par là, lorsqu'ils sont partis faire la conquête du hinterland, c'est-à-dire du pays arrière du Togo, en arrivant dans la région de Dapaon là-bas, ont été confrontés à une forte résistance des populations. Et le village d'où est originaire la mère de Sylvanus Olympio, Poman Fidelia a fait, mais ses habitants ont été pour la plupart massacrés, tout simplement, parce qu'ils avaient osé résister aux Blancs qu'ils ne connaissaient pas. Parce que beaucoup d'entre eux n'avaient jamais vu de Blancs. Ils étaient venus avec des fusils, et lorsqu'ils tiraient sur des bêtes, ils les tuaient et tout. Et bon, les gens, pris de peur, la population prise de peur, a essayé de s'affronter à eux pour assurer sa préservation. Et c'est là où le mal les a frappés. Ils ont été quasiment décimés. Et c'est sur ces entrefaites que le chef d'Obli, qui est un des parents de la mère de Sylvanus Olympio, l'a recueilli après ces massacres. Elle également, comme elle était guerrière, elle a dû avoir participé aux affrontements, mais en est sortie rescapée, et c'est là où son oncle l'a soustrait de son village et de la région, et l'a emmené à Lomé pour la confier au père de Sylvanus Olympio, qui visiblement cherchait quelqu'un pour aider sa femme à l'époque à s'occuper des enfants. Et c'est là où son maître, Epifanio Elpidio, est tombé follement amoureux de cette belle dame, parce qu'elle était très belle. Si vous voyez la photo de la mère de Sylvanus Olympio, vous verrez que c'est une très très belle femme. Et de leur union vont naître 4 enfants. Excusez-moi, monsieur Amegabi. Je vous prierai de faire les réponses à les séquences soient courtes pour permettre à nos frères qui font des coupures de vidéos pour le publier aussi après, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Très bien, merci. Bon, donc, j'ai insisté sur la présentation de la mère de Sylvanus Olympio parce que sa personnalité montre en fait que Sylvanus tient beaucoup du caractère de sa mère. Et pas seulement du point de vue du caractère, mais aussi du point de vue de la nationalité. Parce que vous savez que son père, Epifanio Elpidio Olympio, est lui-même le descendant de Francisco da Silva Olympio, bon, qui est lui né au Brésil. Bon, ce n'est pas un blanc, c'est un des noirs du Brésil qui est revenu en Afrique pour poursuivre ses activités commerciales, d'abord à Porto Seguro avant d'émigrer à Agüey, où il s'est établi à acheter des terres et développer des cultures là-dessus et tout. Et donc, ayant donné naissance au père de Sylvanus, Epifanio Elpidio, eh bien, celui-ci va, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, se marier à Poman Fidelia a fait, et les péripéties du voyage de Sylvanus depuis sa scolarisation au Togo, où ils sont arrivés à l'âge adulte, son départ en Angleterre pour y poursuivre des études secondaires, d'abord à Londres, et puis ensuite des études universitaires à la London School of Economics and Political Science. Il a quitté le Togo en 1920 et il a fait ses études jusqu'en 1927, à Londres, où juste à la fin de ses études, il sera engagé par la firme internationale Unilever. Donc, j'indique que Sylvanus Olympio, de par son père, en fait, peut être considéré comme un Brésilien, puisque il est le descendant de quelqu'un du Brésil qui a une princesse nigériane originaire d'Abeokuta au Nigeria pour donner naissance à Elpidio Olympio, Epifanio. Et après leur relocalisation au Togo,
et ce fils ou ces enfants qu'ils ont eu avec Poma Fidelia Afé aura donné la nationalité togolaise en fait à Sylvanus. C'est le point où j'aurais en venir et qui est absolument capital. Donc non seulement Sylvanus tient du caractère de sa mère, la guerrière dont j'ai parlé tout à l'heure, ses traits de caractère, mais il tient également d'elle sa nationalité togolaise. Et ce point est extrêmement important pour l'ensemble de la suite des événements, parce que toute une série de calomnies qui ont été colportées contre lui sont sans base lorsqu'on considère ses origines de ce point de vue-là. Avançons pour dire que à la fin de ses études en Angleterre et de son engagement par la firme Unilever dont j'ai parlé tout à l'heure, après avoir fait tout un temps à la maison mère à Londres, à partir de 1927, en 1928, il revient en Afrique, d'abord au Nigeria comme un représentant de la firme, ensuite au Ghana, avant d'être réaffecté comme district manager au Togo. Et en fait, en arrivant au Togo, il était un des rares Africains à l'époque à occuper un poste de haute responsabilité à la UAC, la United African Company, qui est la filiale togolaise du groupe Unilever. Donc, il était un des rares noirs, pour ne pas dire le seul noir, dans les dirigeants des sociétés commerciales, des grandes sociétés commerciales de l'époque, qui toutes étaient dirigées par des blancs. Et il était le seul parmi eux et participait à leurs réunions, à leurs clubs, etc. Jusqu'à ce que la guerre arrivant et la défaite allemande à la fin de la Seconde Guerre mondiale intervenant, la volonté du gouvernement français qui avait peur d'être chassé de ces territoires africains, parce que l'État français était sorti complètement défait de cette guerre, de cette Seconde Guerre mondiale, et pour sa reconstruction avait besoin que la paix continue à s'instaurer dans nos pays d'Afrique pour continuer à les piller. Pays d'Afrique où, précisément, un vent de révolte bouillonnait contre la domination française, précisément parce que pendant toute la période de la guerre, de 1939 à 1944-45, les populations étaient obligées de fournir ce qu'on appelait à l'époque l'effort de guerre, qui était préservé sur les cultures, qui était préservé en termes de travaux forcés pour le colon à l'époque. Et donc la frustration que ceci avait créé au sein des populations avait créé un tel vent de révolte et de soulèvement anticolonial dans les pays que l'État français avait peur que, à la fin de la guerre, un vent de libération souffle sur l'ensemble du continent africain, en particulier les territoires placés sous domination française, donc pour les balayer et pour couper court à ce mouvement qu'on sentait confusément venir, ils ont pris le devant en organisant une conférence coloniale à Brazzaville, la fameuse conférence de 1944 à Brazzaville, laquelle conférence est arrivée avant même la fin de la guerre, avec à l'esprit simplement d'étouffer ce vent de révolte et de promouvoir un train de réforme dans les territoires coloniaux pour apaiser les populations. Au terme de ces réformes, il y avait notamment la suppression du travail forcé, la suppression du statut de l'indigénat et l'octroi de parlements locaux qui n'existaient pas du tout jusque-là pour que une vie démocratique commence à exister, à prendre corps dans les pays. Et c'est là où, au cours de la conférence de compte-rendu des travaux de la conférence de Brazzaville,
à l'occasion de laquelle De Gaulle a réuni les gouverneurs des pays d'Afrique qui étaient restés fidèles à De Gaulle, qui lui, rappelez-vous, s'était exilé à Londres lors de la capitulation du maréchal Pétain à Paris, qui a cédé la moitié du territoire français aux Allemands, qui sont rentrés sur le territoire français comme dans du beurre après la première débâcle des armées françaises. Et donc ceux qui ont jugé nécessaire de se rallier à De Gaulle et de développer une résistance à l'occupant nazi, ce sont ceux-là que De Gaulle a rassemblés à la conférence de Brazzaville, ces gouverneurs-là, et où il a été question de toutes ces réformes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est à l'occasion de la réunion de compte-rendu de cette conférence de Brazzaville que les premiers soubresauts nationalistes, sous leur forme, disons, non seulement parlée, mais qui vont devenir ensuite organisés avec la création des premiers partis politiques, vont s'exprimer. Et c'est là où Olympio va commencer à se distinguer en disant, face à la proposition de faire des citoyens africains des anciennes colonies, des colonies françaises, enfin, pas des colonies pour le Togo, puisque le Togo n'était pas une colonie française, mais un territoire anciennement sous mandat, parce que en tant qu'ancienne colonie allemande, un statut de mandat avait été créé pour confier l'administration des anciennes colonies allemandes aux puissances qui ont vaincu et la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Alors, à l'occasion de la fin de la Première Guerre mondiale, c'était le statut du mandat qui va devenir ensuite, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le statut de la tutelle. Lequel statut de la tutelle offrait davantage de possibilités aux citoyens des territoires placés sous domination étrangère d'évoluer progressivement vers leur indépendance qu'on appelait à l'époque le self-government, en employant la terminologie anglaise. Et donc, l'État français, lui, cherchait toujours à contourner ce dispositif en voulant proposer aux citoyens togolais qui le voulaient bien d'accéder au statut de citoyen français en tant que tel, c'est-à-dire une naturalisation pure et simple. Et aussi, les institutions qui avaient été créées à l'époque permettaient ou créaient, disons, dans le nouveau Parlement français qui était mis en place au lendemain de la guerre, des institutions ouvertes à la représentation des populations africaines. Et donc, dans les différents pays, on devait choisir des députés au Parlement français et à une institution qu'on a créée à côté, l'Assemblée de l'Union française. Et c'est contre cela que, à la réunion de compte-rendu de la conférence de Brazzaville en 1945, Sylvanus Olympio et un autre chef, le chef d'Orquenou, vont s'élever farouchement et dire que eux, ils sont citoyens togolais et ils ne veulent pas devenir français. Alors que jusque-là, il était très bien, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, avec le dirigeant des grandes sociétés, il était dans leur club, etc. Mais en lui-même, il était profondément ancré à sa terre, il tenait, mais pas pour peu, parce que pendant la période de la guerre, lui était contre le phénomène du nazisme qui était apparu en Allemagne, et en particulier sous la direction de Hitler, parce qu'il avait compris qu'avec Hitler, c'était l'état d'exception, c'était les tueries, et surtout c'était un racisme élevé à un niveau tel que même les Noirs, Pétain dont j'ai parlé tout à l'heure, emmenaient à ce que ils soient arrêtés pendant la guerre
interné à Djougou, dans le nord du Bénin, parce qu'il faisait partie des réseaux gaullistes à l'époque, et c'est à la fin de la guerre, qu'il y a d'autres personnalités qui eux également, ou elles également, ont évolué. Des gens comme... Mon cher Claude, tu me permets? Oui. Claude, une petite respiration, parce que Kodjovi Toguin, est-ce que ça va? Parce que nous, on est dans un... Ça va, mais jusque... j'aimerais que M. Claude nous saute certains détails, parce que sinon... En tout cas, l'histoire de Sylvanus, c'est tout un livre, je pense. Voilà, il faut résumer, aller à l'essentiel, et puis ne pas hésiter à parler en Mina également, quoi, pour qu'on puisse y aller. D'accord. Quand tu le permets, un instant, monsieur Claude, s'il vous plaît, monsieur Amégal. Donc, on va rapidement revenir sur la vie politique, l'engagement politique de monsieur Sylvanus Olympio. Ce que nous retenons de cette première partie de votre développement, c'est que monsieur Sylvanus a été à la diaspora comme nous autres qui sommes ici. Et c'est quelqu'un qui, depuis la diaspora, est revenu au Togo, qui s'est engagé pour l'indépendance du Togo. Et nous retenons également que sa maman vient de l'extrême nord du Togo. Donc pour ceux et celles qui disaient ou qui pensaient que Sylvanus était un tribaliste ou un raciste, non. Il vient d'un père du Sud ou d'origine Brésil et d'une maman qui vient de l'extrême nord. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Je vous prierai d'être plus ou moins succinct parce qu'on va évoluer en termes de questions. Et puis laisser intervenir d'autres personnes. Oui. Dites-nous, vous pouvez de temps en temps aussi évoluer en Mina. Et je vous prierai de descendre le niveau de français pour que tout le monde parle plus ou moins en français courant pour que nos frères qui nous suivent puissent comprendre, s'il vous plaît. Dites-nous, maintenant, l'engagement, on revient vers les années 34, 33 jusqu'à 45. Quel est l'engagement? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'engagement de la vie politique de Sylvanus Olympio, ce qui l'a conduit avec ses compagnons à l'obtention de l'indépendance du Togo, s'il vous plaît? Merci. Ok. Faut nous me fier, c'est-à-dire que si vous voulez qu'il y ait 1946, sans rendre compte de la conférence de Brazzaville entière, au créé Parlement et une assemblée représentative du Togo. Yewa ameko kekendo a blodé sousou be yu a volé yu simea. Wawe créé parti Tutubon ko yon avait comité de l'unité togolaise à CUT. Bon, et CUT a avoué au Tutubon. Avoué au Tutubon et ni la réunification du peuple élevé. Nous gagnons la réunification du peuple élevé à Tchanro parce que il doit au méga mais Togo be akpare vati français valomé et afi moi et britannique au valomé et ni Togo britannique ni blona. Donc, à l'écoulement, Melo, Witoso, Agnès, Kaka, Idéria, Yenabeo dit, et en particulier les Védoucons, mais dit bon, ni trop pour et Védoucons, et témoin, yo, so, ou campagne, Vakou, ya ou dit, si on peut, que ou do, gawa, mebe, Azikpe, Bobotoa, Wawe, Hope. Et donc, Funuyo Tchan Sylvanus Olympio, les Tutubans, si assemblée représentative du Togo, le président, Yébeni, Yébeni, le président, et Bazon à moi, Yina. Claude, excuse-moi, les gens demandent de revenir en français. Excusez-nous, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le chat qui sont en train de demander de revenir en français parce que tout le monde ne comprend pas les V, quoi. Je suis vraiment désolé. Bon, on y va en français et on fera une autre séance avec vous en Mina, effectivement, quand vous voulez. Et merci. D'accord. Bien. Donc, je reviens pour dire que, en fait, après la conférence de Brazzaville, le champ était ouvert aux activités politiques au Togo, puisque avait été proposé l'installation d'une assemblée locale, l'assemblée représentative du Togo. Et pour cette assemblée,
tous ceux qui avaient la fibre nationaliste et qui voulaient rester authentiquement africains, ont créé un parti, ils ont transformé une association qui, à l'origine, avait été constituée par le gouverneur Montagnier, le comité de l'unité togolaise. C'était une association qui était créée contre, en fait, les Allemands, les occupants nazis, etc. et tout. Et c'est en transformant cette association d'une simple association en un parti politique que c'est parce qu'on a même voulu empêcher Sylvanus Olympio de constituer un parti pour les nationalistes eux-mêmes, parce qu'on commençait à voir que cette personnalité si intelligente, si bien formée, qui n'avait peur de rien, surtout pas des colonialistes, allait leur poser des problèmes, et ils ont contourné la difficulté en changeant de statut au comité de l'unité togolaise pour en faire d'une association un parti politique. Et la première élection à laquelle ils se sont présentés, à cette occasion-là, l'étaient sous la bannière du combat pour la réunification du peuple évé. Lequel peuple évé avait été divisé entre la colonisation française et la colonisation britannique, c'est-à-dire c'est l'ancien Togo allemand qui avait été ainsi divisé, et les peuples du sud jusqu'au nord de ce territoire, des fois certaines familles, certains champs et autres, avaient été ainsi divisés, et donc les populations vivaient comme un coup de couteau dans leur chair vive, cette division artificielle de leur territoire, et c'est cela que les nationalistes, les premiers nationalistes de l'époque avaient comme flambeau pour se présenter à cette élection, et ils ont été élus majoritairement à cette assemblée représentative du Togo pour laquelle Sylvanus Olympio a été désigné, dont Sylvanus Olympio a été désigné président. Et pendant son mandat qui va durer pendant 5 ans, puisque les élections ont eu lieu en 1946, de 1946 jusqu'en 1951, eh bien, tout en président aux destinées de cette assemblée représentative, il va continuer d'aller à l'ONU, qui était le pays sous la tutelle de laquelle le Togo était placé. Et je fais bien une différence aujourd'hui entre le fait que le Togo n'a jamais été une colonie française, mais un territoire sous tutelle de l'ONU, placé sous administration de la France. Ce point-là est capital et tous les Togolais doivent le saisir véritablement pour démontrer à tous ceux qui vont croire que nous avons toujours été avec les Français, donc ils peuvent faire de nous ce qu'ils veulent, qu'en aucun cas cela n'a jamais été. Et donc le nationalisme sourcilleux des Togolais tire son origine de ce fait qu'ils n'ont pas été une colonie française comme l'ont été d'autres territoires, comme la Côte d'Ivoire, le Dahomey de l'époque, le Sénégal, etc., etc., etc. Bon, donc, la manière brillante dont Sylvanus va avoir dirigé cette première assemblée va emmener les colons à se lever contre lui et à manœuvrer pour non seulement faire perdre au culte la majorité qu'il détenait à l'Assemblée représentative du Togo, mais surtout évincer Sylvanus de la présidence de cette Assemblée représentative, puisque non seulement ils avaient très fortement affaire à lui au niveau local, au niveau de l'Assemblée représentative, mais lorsqu'ils allaient le rencontrer à l'ONU, Olympio ne leur laissait pas de temps. Lorsque vous prenez les comptes rendus des auditions de Sylvanus Olympio par le Conseil de tutelle de l'ONU et la 4e commission de l'ONU, mais vous verrez comment Olympio, mais littéralement, mais tenait la tête aux plus hauts responsables politiques français, notamment les ministres comme les Gaston Defferre, et même y compris Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny qui, à l'époque, avait été ministre dans les gouvernements français de la 4e République et qu'on avait envoyé à l'Ex-Success, c'est-à-dire à New York, au siège de l'ONU, pour porter la contradiction à Sylvanus Olympio. Mais vous avez des repartis où Sylvanus Olympio l'a répondu du tac au tac, un grand responsable politique qui a été ministre de l'Intérieur en France pendant de longues années, Gaston
Gaston Defferre, mais a également croisé le fer avec Sylvanus Olympio. Et Sylvanus Olympio ne s'est pas laissé démonter par eux, il leur rentrait dedans, leur disait leurs 4 vérités. Et en fait, le fait qu'il ait fait des études à Londres, non seulement à Londres, mais il a continué, après avoir fait ses études économiques à Londres, il a fait des études de droit à Paris, puis à Vienne, en Autriche. Et donc, il était polyglotte, il parlait à la fois le français, l'allemand, et bien d'autres langues africaines, dont le Yoruba, la langue de sa grand-mère, la langue de sa mère, le gourmandais, etc., etc. Donc, c'était quelqu'un qui était très, très, très intelligent. Sachez simplement que à l'examen du certificat d'études qui sanctionne la fin des études primaires, Sylvanus Olympio avait été le premier du Togo. Donc, voyez l'intelligence de la personne. Et donc, ce fait qu'il ne se démontait pas devant les Blancs, qui leur parlaient d'égal à égal, mais avait tellement horripilé les Français qu'on a tout fait, et c'est un gouverneur qui était en place à l'époque, qui s'appelait le gouverneur Digo, qui a organisé les manœuvres que nous voyons dans les élections d'aujourd'hui, les fraudes électorales que nous voyons d'aujourd'hui. C'est depuis l'époque coloniale, depuis l'époque d'Olympio, que cette chose-là a été instituée, et donc c'est cela qu'il a combattu. Et donc, bon, c'est ainsi qu'il a perdu la présidence de l'Assemblée avec son parti. Ils sont restés au début, pour suivre le jeu démocratique, mais la grossièreté des manipulations du colonialisme français vont faire en sorte que le CUT, en tant que parti, va systématiquement refuser de participer aux élections des années 1952 jusqu'en 1958. Bon, à une toute première élection en 1952, Olympio présentera sa candidature, sera élu à titre personnel, mais pas en tant que candidat du CUT. Et les autres fois, puisqu'il y a eu beaucoup de réformes dans cette période-là, eh bien, ils ne seront plus présents à l'Assemblée. Un fait extrêmement important à signaler, c'est qu'en 1955, le fait de leur avoir retiré leur place à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée représentative du Togo, ne suffisant pas, on a monté le gouverneur Digo, puis a monté une machination contre lui, pour, disons, lui faire perdre ses droits civiques. Comment? Parce que lorsqu'il avait travaillé pour le groupe Uni Le Vert, vous savez qu'il avait spectaculairement démissionné du groupe Uni Le Vert. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut indiquer pour montrer son farouche nationalisme. Les Français ont été voir les Anglais pour leur dire qu'il faut tout faire pour rapatrier Sylvanus Olympio du poste de direction qu'il avait au Togo et l'envoyer à une direction de la multinationale Unilever, soit en France ou alors en Angleterre. Et quand cette proposition a été faite à Sylvanus Olympio, il avait compris que c'était une manœuvre pour l'empêcher de combattre, de mener son combat nationaliste au Togo, qui, à partir de 1951, après une réorientation faite par le CUT, a opté clairement pour l'unification des deux Togos et l'indépendance. Et c'est là où, pour continuer à être fermement attaché, rester dans ce combat, Sylvanus va démissionner du groupe Uni Le Vert, et c'est pour avoir, disons, posé ce acte de démission que la maison mère va lui payer ses droits de fin de contrat avec le groupe Uni Le Vert, et cet argent lui a été viré sur un compte au Ghana, puisque c'est la fonction qu'il a eue après le Nigeria, et c'est cet argent que Sylvanus a voulu récupérer pour construire sa maison à Lomé, que les colons français, le gouverneur Digo en particulier, le gouverneur Péchot après lui, vont considérer comme un trafic de devises
qui va servir de prétexte pour lui faire un procès et finalement le déchoir de ses droits civiques. Ce qui fait que de toutes les élections qui auront lieu après, de 1955 jusqu'à 1958, Sylvanus ne pouvait plus se représenter de toute façon, et c'est pour cela que, après la victoire de 1958, eh bien, c'est sur la base d'arrangements que le gouverneur qui était en place à l'époque avait fini par comprendre qu'il n'y avait personne d'autre à désigner comme Premier ministre dans l'histoire du Togo que Sylvanus Olympio. Parce que dans une première tentative... Peux-tu expliquer les conditions de participation à cette élection de 58? Par qui elle a été organisée et sous quelles conditions on a participé, s'il te plaît? Oui, j'en viens. Mais oui, monsieur Amegabi, une minute. Monsieur Garba, j'aimerais que ce qu'on va faire, vous nous rappelez le programme de Sylvanus pour demain, à partir de ce soir jusqu'à demain, et puis on va revenir sur ça. Pourquoi on annonce le programme? Comme ça te permettra de respirer et puis de nous la faire courte pour rentrer vraiment dans les enjeux, d'expliquer comment il a été assassiné et tout, etc. Merci. Merci. Demain, très tôt le matin, on a été inspiré effectivement par nos frères également de M66, c'est que dans tout le Togo, ou dans toute la diaspora, dans tout le monde entier, comme vous commencez à le voir sur les réseaux, il faut allumer une bougie. Chez vous, devant votre portail, devant votre porte, allumez une bougie pour qu'on soit en communauté de prière avec Sylvanus Olympio. Ce grand homme, ce père de la nation qui est parti, c'est la première action qu'on demande à tous les Togolais. Vous devez de penser à cette journée, vous devez de penser à cet homme, vous devez de penser à ce pourquoi nous nous battons et ce qu'il nous a laissé comme héritage, de re-rentrer dans sa mémoire, de prier pour lui, de lui demander pardon parce que ça fait 63 ans qu'on n'a pas pu, jusqu'à la date d'aujourd'hui, réparer ce crime. Réparer ce crime. Donc ça, c'est un devoir pour nous tous de comprendre ce pourquoi on se bat et de réfléchir quand cette bougie va brûler, va aller au ciel, de réfléchir de qu'est-ce qu'on peut faire pour effectivement continuer cette lutte que Claude Ameganvi est en train de nous raconter, pas à travers l'histoire de Sylvanus Olympio. Deuxièmement, nous avons deux actions. On va tous à Agoué à partir de 12h. Pour les gens qui peuvent aller à Agoué sur la tombe de Sylvanus Olympio, du père de la nation, nous avons la société civile, les indépendants, les Togolais qui le peuvent, d'aller autour de sa tombe au cimetière catholique d'Agoué pour aller prier, déposer une gerbe. Et il y a une manifestation, il y a vraiment là-bas, la plupart des gens pourront effectivement réfléchir, prier et puis faire les communications, les discours, les messages qui sont nécessaires pour la lutte qu'on est en train de faire, et que il faudrait qu'on aille au bout de cette lutte. Monsieur Garba, quand vous dites 2 secondes, quand vous dites l'église catholique d'Agoué, il faut vraiment nous situer parce qu'Agoué, on a beaucoup de localités qui s'appellent Agoué. C'est au cimetière catholique d'Agoué, voilà. C'est au cimetière catholique. D'Agoué à Djigo, Agoué à Djigo, dans le Bénin. Exactement, c'est ça, je veux que tu essaies de dire. Voilà, donc c'est au cimetière catholique d'Agoué à Djigo, au Bénin. Donc pour certains arriveront du Bénin, pour d'autres traverseront la frontière, mais soyez nombreux là-bas, on vous y attend. Toute l'équipe de Sylvanus Olympio Forever s'est organisée pour accueillir les gens qui ont envie effectivement de rendre hommage au père de la nation et au père de l'indépendance togolaise. Ouais. Mais donc, toute la journée. 2 secondes, monsieur Gaba. Pour récapituler, demain, à partir de 11h, vous avez dit, ils disent... Non, de midi. Pour 11h, ce qui se peut, voilà. Ok, à l'église catholique d'Agoué Djigo, pas Agoué voilà, de Lomé. Le cimetière catholique, voilà. Pas Agoué de Lomé, Agoué Djigo. Non, Agoué Djigo, ouais. Quand vous franchissez la frontière Bénin-Togo, juste en même temps, vous allez voir, il paraît que c'est l'école, c'est l'église catholique. Il paraît que le cimetière est dans l'église. Donc ne vous attendez pas à voir le cimetière en même temps au bord de la route. Il faut vraiment rentrer dans l'enceinte de l'église catholique. C'est là, dans l'enceinte, qu'il y a
le cimetière de comment on appelle, de Monsieur Sylvanus Olympio. Donc, c'est très important. La Ceux qui tombe. peuvent aller. Non, un instant, Kodovito Gens, juste une petite précision. En fait, pour ceux qui arrivent depuis le Togo, après avoir traversé la frontière de Hilakondi, vous pouvez compter les dodanes. Il y a un premier dodane. Ensuite, un second dodan. Juste après le second dodan, c'est une école, c'est une église, mais en même temps une école catholique. Donc, juste après le second dodan, vous tournez, le premier va à droite, vous tournez, vous rentrez dans l'enceinte de l'école, où il y a aussi l'église. Donc, la cimetière se trouve également dans l'enceinte de l'école, en fait. Merci. Donc, il y a tout un comité d'accueil qui vous y attend. Hein, venez avec vos fleurs, mais sachez que là-bas, toute l'organisation autour de Sylvanus Olympio Forever que nous représentons ici seront là-bas pour vous accueillir et vous faciliter le travail. Il y a également ce qui est important, toute la journée pour ceux qui le peuvent, et surtout au retour d'Agoué, à Djigo, suite à la visite du cimetière, là où est enterré le père de la nation, et sa femme est enterrée là-bas, son père est également enterré là-bas. Vraiment, on va passer un moment convivial et un moment de prière. De retour aussi, pour ceux qui le peuvent, toute la journée, sachez que vous avez la possibilité, qui est la troisième action et acte qu'on veut poser pour ceux qui ont le courage, ceux qui ont la détermination, ceux qui ont le défi dans l'âme, ceux qui ont la résistance liée au corps. Vous avez la possibilité de déposer une bougie, une fleur devant la maison de Sylvanus Olympio qu'on appelle la hutte, sur le lieu là où il a été assassiné. Hein, il y a le lieu là où il a été assassiné. Nous aurons effectivement des militants, des supporters, et soyez nombreux. Plus vous êtes nombreux, plus vous êtes protégés autour de cette hutte, de ce monument, autour de ce lieu-là, que vous puissiez effectivement rendre hommage là où le sang, le crime qui a été commis par le dictateur, le sergent-chef de l'armée coloniale française, le cuisinier de l'armée coloniale française qui est revenu des guerres coloniales, est venu assassiner au nom de la France le père de la nation togolaise, et qui fait que jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes dans la douleur, nous sommes dans la souffrance. Le peuple est devenu un esclave dans son propre pays. Et c'est pour ça que cet acte-là, je veux que vous posez cet acte-là, de venir déposer une fleur, un message, une bougie, devant sa maison, devant le lieu de son crime, pour qu'on puisse effectivement réveiller notre âme, espier notre âme, pour que le combat qui est mené par nous tous, hein, par la jeunesse togolaise à travers le M66, par tous les mouvements de lutte, par toutes les associations, par tous les particuliers, que le cœur du Togo se réveille à nouveau pour qu'on puisse mettre fin à cette dictature. Donc, Lomé, et dans tout le pays, d'Anérol, Lomé jusqu'à Saint-Cassé, des bougies dans votre maison, dans votre chambre, devant votre portail. C'est impératif, devant les lieux où vous estimez que vous pouvez le faire. Ensuite, visite à Agoué à partir de 12h pour ceux qui le peuvent. Et je vous souhaite que vous soyez nombreux. Et le troisième lieu, c'est la visite, le pèlerinage à faire devant le lieu du crime, devant la maison du président de la République du Togo qui a été lâchement assassiné, qu'on appelle la hutte, et devant la place, l'endroit exact là où son sang a coulé. Je vous remercie. L'ancienne ambassade des États-Unis d'Amérique, il faut préciser. Oui, Kodovito Gens, juste une petite précision encore. Pour ceux qui le peuvent, hein, dès le matin, déjà 8h, 9h, pour ceux qui le peuvent, vous pouvez déjà aller vers la hutte, comme l'a décrit tout à l'heure Karl. Vous pouvez y aller avec la bougie, soit gerbe de fleurs, des roses, ne serait même une branche. Donc, déjà, à partir de 8h, 9h, nous demandons aux Loméens de se convier massivement vers là-bas, de déposer leurs bougies, de prier. Donc, le lieu, c'est l'ancienne ambassade des États-Unis, à côté de l'hôpital qu'on appelait Bon Secours dans le temps. Merci. Voilà. Pour terminer, excusez-moi, la diaspora ne sera pas de reste. Hein. Chez nous même, dans nos maisons, dans nos appartements, dans nos lieux de vie, allumons cette bougie. Et pour ceux qui peuvent aller devant l'ambassade du Togo de leur pays, allumer cette bougie-là. Montrer une photo de Sylvanus Olympio, c'est un mouvement spontané que moi je recommanderais
pour les gens qui sont dans la diaspora et nous qui sommes également en France, nous ferons le nécessaire. Donc n'oubliez pas de faire des photos, de nous envoyer, comme l'a demandé Kodjobi Toguin, envoyez les photos, distribuez votre témoignage à travers les réseaux. C'est ça le défi qu'on a demain. Toute la journée, le réseau doit être inondé de photos de bougies, de photos de Sylvanus Olympio, de témoignages, de votre témoignage, de nous poser des questions, posez-nous des questions. Parce que si vous nous posez des questions, c'est que vous avez réfléchi à ce qui vous êtes. Pourquoi vous êtes Togolais? Pourquoi aujourd'hui les Nyasingbe vous empêchent de respirer? Pourquoi les Nyasingbe ont confisqué ce pays-là au service de la France et de l'impérialisme français? Pourquoi on n'arrive pas à dégager ce pouvoir-là? C'est en se posant ces questions-là que vous comprendrez les chemins qui vont nous mener à la libération. Merci à vous tous. Si tu le permets, je vais donner la parole à M. Claude Amégavi, mais en lui posant précisément une question. Oui, maintenant, nous allons beaucoup plus parler, on va gentiment aller vers l'assassinat de ce monsieur. Nous avons compris qu'il a été élu Premier ministre et par la suite, après les élections de 58, nous avons obtenu l'indépendance du Togo et il est devenu le premier président, le père de l'indépendance et le père de la nation. Est-ce que vous pouvez nous parler, vous pouvez nous dire maintenant pour quelles raisons précisément il a été tué? Donc ça, je vous prierai de nous parler du franc CFA et également nous parler un peu des projets qu'il a eu à initier pendant les 2 ans et demi de son mandat, le port autonome et quelques grands projets, s'il vous plaît. Merci. Bon, merci, Pascal. Précisément, un mois, presque jour pour jour, avant cette date fatidique du 13 janvier 1963, c'est-à-dire à la date du 12 décembre 1962, Sylvanus Olympio promulguait la loi portant création de la Banque centrale du Togo et approuvant ses statuts. Et donc, dans cette loi, était défini également le franc togolais. Un mois après, jour pour jour, je dis bien, la loi, il a promulgué le 12 décembre 1962, un mois jour pour jour après, le 13 janvier 1963, il était assassiné. Pourquoi? Tout simplement parce que, mais pour l'impérialisme français, représenté par la personne de Charles de Gaulle à l'époque, mais c'était une loi qui menaçait l'existence même de l'État français. C'est comme ça que eux le considéraient. Pourquoi? Vous savez que pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais la France a été le théâtre des affrontements militaires. Et donc, le pays était sorti totalement détruit. Et ce n'est pas seulement les affrontements nazis de Hitler et les troupes alliées, notamment les Américains, les Anglais, qui ont détruit le territoire de la France, mais même y compris ceux qui sont venus libérer l'État français, le territoire français, ont tout fait pour détruire les infrastructures françaises, notamment les avions américains, lorsqu'ils survolaient l'État français, lançaient leurs bombes pour détruire les usines, etc. Et donc, la France, au sortir de la guerre, était un État totalement exsangue, totalement détruit, et avait besoin, au-delà de ce qu'on appelait le plan Marshall, qui était ce plan de la reconstruction de l'Europe proposé par les Américains, chaque État était confronté à la nécessité de trouver des financements pour reconstruire ses infrastructures. Or, la France ne pouvait pas faire cela s'il arrêtait le pillage des colonies. Et une des formes du pillage des colonies, c'était le contrôle de leur monnaie, puisque c'est à travers la monnaie que tout se négocie. Et vous savez que à l'accession des pays à l'indépendance, le gouvernement français proposait un protocole de coopération aux chefs d'État nouvellement ayant nouvellement accédé au pouvoir. Claude, tu me permets... 30 secondes, tu me permets. Si tu sautes l'épopée
qui a amené à l'indépendance et comment s'est passée la guerre d'indépendance et les contraintes qu'on a eues pour avoir l'indépendance et ce qu'on a dû payer pour avoir l'indépendance, on aura du mal à comprendre le franc CFA. Excuse-moi, c'est une interrogation et c'est une demande qui remonte parce que des gens trouvent qu'on a sauté des passages. J'ai fini. Bon. Ok, merci. Donc, vous voyez, c'est un peu difficile, hein, l'exercice, parce que j'avais prévu justement dans mon développement précédent d'expliquer tout cela fidèlement avant d'en arriver à ce point, mais comme il a fallu faire court et aller à l'essentiel, bon, j'ai bien évidemment voulu sauter des étapes pour en venir à cette question qui a été posée précisément par Oscar. Mais peu importe, on va essayer de s'en sortir et de s'en sortir assez bien. Bon, je termine ma présentation pour revenir à ce que Karl a dit pour bien l'expliquer après. Et donc, l'État français avait besoin du pillage de ces colonies à travers leur monnaie, puisque c'est la monnaie qui permet de tout acheter. Et donc, tous les États nouvellement indépendants avaient été obligés par l'État français, mais de déposer une partie de leur devise au trésor français, et ils ne pouvaient en utiliser que la moitié pour leurs propres besoins. Et tout le reste, mais servait visiblement, bien évidemment, à la reconstruction de l'État français. Bon, donc c'est cela qui s'est passé. Et donc c'est contre cela que Olympio, qui lui est plutôt de tradition anglo-saxonne, parce qu'ayant fait ses études à Londres et ayant vu toutes les anciennes colonies britanniques créer leur monnaie à leur accession à l'indépendance, lesquelles monnaies avaient fusionné avec la monnaie britannique, la livre sterling, dans des accords de coopération gagnant-gagnant entre les parties. Cela, l'État français ne pouvait pas le concevoir parce que ça mettait à égalité, sous une certaine forme relative d'égalité, les États nouvellement indépendants et l'ancienne tutrice coloniale. Or, la France, elle, avait besoin de vassaliser totalement les nouveaux pouvoirs qui étaient là. Et donc, le fait que Sylvanus Olympio ait cherché à soustraire l'économie togolaise du contrôle de l'État français, c'est ça qui est le crime impardonnable que l'État français c'est pour cela que l'État français lui en a voulu. Et donc, pour De Gaulle, il n'y avait pas d'autre solution que son assassinat, sa liquidation physique, qui ait pu régler cette question. Et vous comprendrez aussi, à partir de là, que tout ce qui s'est passé après, dans tous les autres pays d'Afrique, a été de telle sorte que tout pays qui chercherait à s'émanciper ou qui aurait des désirs de se soustraire du contrôle de l'État français sur son économie à travers la monnaie, tout chef d'État qui entreprenait cela